là, si on va sur la plage, on the beach, on sera plutôt pieds nus. Mais là, on va parler d'un chausseur. avec des petites Le mot sandales. chausseur, Isabelle, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Non, C'est un mot assez particulier. C'est assez particulier. Et puis en plus, le créateur que j'ai rencontré, on ne le connaît pas finalement physiquement. Son visage n'est pas très connu. Enfin, dans le microcosme parisien, oui, ou dans le milieu de la mode. Mais c'est vrai que le grand public ne le connaît pas. Il a plusieurs cordes à son arc, pardon. Et alors, il a sa propre marque, mais en plus, ça fait plus de 26 ans aujourd'hui qu'il dessine des souliers hommes, femmes pour la maison Hermès. Il crée aussi des bijoux. Et alors, au départ, il voulait pas du tout être chausseur. Il a fait les arts appliqués. Il était plutôt destiné au dessin. Ensuite, il a enseigné le théâtre. Il est passé ensuite comme styliste. Vous savez, c'est ceux qui prennent des accessoires et qui vont faire des photos dans les magazines. Il est passé quand même par Dior, Balenciaga. Il a sa propre marque aujourd'hui. Et nous l'avons rencontré dans les jardins du Palais Royal où il a une jolie boutique. Et je vous propose de regarder ses créations. Regardez. Chaussures, magnifique. Pourquoi les chaussures très spécifiquement dans la mode? Je pense que c'est parce qu'il y a une phase dans la création de la chaussure qui, enfin en tout cas pour moi, peut-être tout le monde ne travaille pas comme ça, qui passe beaucoup par le dessin, qui passe beaucoup par cette recherche comme ça de la forme, de la ligne. Et comme c'était vraiment ça que j'adorais faire, dessiner, eh ben voilà, je suis devenu dessinateur de chaussures et créateur de chaussures, mais c'est vraiment par le dessin que c'est arrivé. La marque s'appelle de mon nom. Quand j'entends une femme dire « Ah, je vais mettre des pierres hardies », c'est toujours surprenant. Souvent, la création, c'est un mélange de choses qu'on a croisées la veille ou une heure avant, et puis de choses très anciennes qui reviennent comme des couches de sédimentation. Et je peux dire, cette saison, par exemple, c'est extrêmement coloré, c'est assez épuré finalement, c'est très dessiné, et ça, d'une certaine manière, je suis assez content de ça, qu'il y ait une trace dans le résultat de l'objet fini, du dessin, du premier moment de la recherche sur le papier ou à l'atelier, au studio. Et il faut trouver une identité indépendamment, justement, d'une silhouette qui est imposée par un défilé. Mon job commence après le confort. Une chaussure, c'est d'abord aussi un outil pour marcher d'une certaine manière. Il faut que ça marche, il faut pas que ça fasse mal, il faut pas que ça blesse, il faut pas que ça serre trop ou pas assez. Le talon, c'est très important parce que c'est là-dessus que va reposer tout l'équilibre du volume, d'abord de la chaussure ou des lignes qu'on va poser, puis le pied, puis la jambe, puis toute la silhouette. C'est le talon qui va négocier toute une allure, toute une démarche, au sens propre et au sens figuré. Avec la maison Hermès, je dessine toutes les chaussures, hommes et femmes, depuis 26 ans, et les bijoux depuis 16 ans, tout ce qui est or, argent, et la collection maintenant de haute bijouterie tous les 2 ans. L'esprit est là, les mains d'une technicité hallucinante sont là, les ateliers sont prêts, l'objet final dépasse toujours, et de très loin, le projet que moi j'avais. Et ça, pour un designer, pour un créateur, c'est extraordinaire. Ce que je ressens quand je vois une femme porter mes chaussures, enfin, ça va paraître un peu idiot, mais je suis toujours surpris. C'est jamais exactement porté comme on l'avait pensé ou comme on l'avait envisagé. C'est ça que j'aime aussi dans la mode, c'est comment les femmes se l'approprient, comment elles le transforment, comment elles l'associent à des choses que je n'avais pas prévues. C'est formidable parce que c'est avant tout un artiste et qui C'est prend un artiste avec un vrai plaisir à chausser les femmes. Exactement. Il part d'un dessin et après, voilà, il faut que ça marche, il faut qu'on puisse marcher, nous les femmes. Et les chaussures, aujourd'hui, c'est important parce que c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'argent dans ses accessoires, peut-être moins dans ses vêtements, mais l'accessoire, ça signe une silhouette. Alors, effectivement, il n'est pas le seul à avoir son nom aujourd'hui dans les chausseurs qui sont connus et qui ont réussi par leur nom. Vous avez Christian Louboutin, Sergio Rossi du côté de la botte italienne. Et puis, dans les années 70, c'était Stéphane Kellion qui a réussi avec son nom. Voilà. En tout cas, c'est une très belle rencontre. Voilà, on le salue s'il regarde Télématin. Belle Merci personne. beaucoup. Merci Isabelle. Loïc Ballet, il est venu avec... Chocolat,
chocolat. C'est comment tu es. Là, on fait du subliminal. Chaud, chocolat. C'est ça, voilà. Et donc, après l'émission, tout le monde va aller acheter du chocolat. Alors, pas n'importe lequel, hein, Loïc. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, Loïc, on va découvrir quelqu'un, un passionné. Voilà encore un artiste. Ah bah, Tout à l'heure, c'était un chausseur. Là, c'est quelqu'un qui aime le chocolat et qui fait des choses incroyables et de bonne qualité. Alors, c'est quelqu'un, mais c'est surtout une famille. Une famille. Voilà, c'est la famille Cluzel que nous sommes allés voir. L'idée, en fait, c'est que cette semaine, je vous propose d'aller découvrir différents chocolatiers, différents univers. Et là, en fait, on a pris le plus petit des grands. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même le 3e exportateur de chocolat, les Français, donc on se débrouille très très bien. Les plus grands chocolatiers au monde sont en grande partie français. Et parmi les plus gros, qui sont plutôt de taille plutôt industrielle, on va avoir un tout petit qui s'appelle Cluzel, qui est en Normandie. Ils sont à Danville depuis 1948. On est dans l'Eure. Et là-bas, eh bien, il y a une famille. Et si je vous parle de cette chocolaterie, c'est parce que ce sont les derniers à être sur une structure familiale. C'est-à-dire que la plupart sont des groupes avec des actionnaires. Et là, dans la gestion, forcément, c'est un petit peu différent. Et l'idée de Marc Cluzel, alors on a Michel Cluzel, le papa, Marc Cluzel, et puis sa sœur juste à côté. Et Marc Cluzel, qui a repris les rênes, il s'est dit, voilà, sur les 3 prochaines années, je vais essayer de supprimer tous les additifs, tous les colorants, les arômes artificiels, toutes ces choses-là de son chocolat. Le but, c'est que quand on retourne le chocolat ou la tablette, on regarde, on comprenne tout ce qu'il y a dedans. Ce qui est pas mal. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, ça, c'était intéressant parce que moi, j'ai trouvé que c'était un certain militantisme en tant que... Parce que c'est pas évident quand on est dans industriel, justement, pour faire ce chocolat-là. Donc, nous sommes allés les voir du côté de l'Eure, en Normandie. Regardez. Là, on peut se dire qu'on est face à une dynastie de chocolatiers. Oui, exactement. Là, vous avez 2 générations de chocolatiers. Oui. Chez vous, il y en a eu 3. Il y en a eu 3, puisqu'il y a eu notre grand-père qui a créé l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, je dirais relayé par notre père et mes 2 sœurs, Sylvie et Catherine. Vous êtes l'une des dernières chocolateries, dans les grandes chocolateries, familiales. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Alors, familiale, oui, puisqu'aujourd'hui, les autres chocolateries sont des chocolateries rachetées par des grands groupes financiers, alors que nous, on est vraiment 100% familial. Oui. Je dirais qu'on est moins sur une rentabilité. Bon, Michel, ils font du bon chocolat, la génération d'après, là, Marc et Catherine oui, toute la bande. oui, ça va? Oui, bon. ça marche. On s'est pas trompé d'adresse? Non. Ok, bon, on reste là. Marc, si j'ai bien compris, ici, on a fait des choix dans le chocolat, non? Oui, exact. Donc, on a déjà supprimé tous les conservateurs il y a très longtemps. On a supprimé tous les arômes additifs. Et là, on va supprimer tous les colorants pour des ingrédients comme, par exemple, la betterave pour le rouge. On parle souvent aussi de lécithine de soja. C'est quand même pas très très bonne, la lécithine. La lécithine n'est pas mauvais en soi, puisque la lécithine, c'est un émulsifiant. Or, le soja provient à 98% des États-Unis. Les Américains sont pro-OGM, donc le soja arrive en Europe en étant OGM. Réglementairement, voilà, il est admis qu'on puisse mettre un produit OGM sans le déclarer, donc à raison de 1%. Mais pour faire simple, faisons du chocolat sans lécithine de soja. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compréhensible, plutôt que de trafiquer la réglementation. Catherine, expliquez-nous, quand on est chocolatier, Pâques, c'est extrêmement important. C'est très important, effectivement. Il faut savoir qu'en France, on a une consommation de 15 000 tonnes à Pâques de chocolat. Dans l'imaginaire de Pâques, quels sont les incontournables? Les incontournables, le lapin, Oui. l'œuf, la poule et la cloche. C'est très français, finalement. Effectivement, Pâques, c'est surtout européen. Oui. Donc les pays d'Allemagne, Italie. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour nous, l'œuf de Pâques, c'est un inconditionnel. Mais en fait, à l'international, c'est pas forcément l'œuf. Ça va être plutôt les lapins aux États-Unis. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que de l'autre côté, au Japon, par exemple, Pâques, ça ne veut rien dire pour eux. Non, pas vraiment. Eux, ce sont surtout les bonbons de chocolat. Et c'est vraiment le cadeau ultime. Exactement. C'est ça. Là, sous le magnolia, on peut goûter un petit chocolat. On peut goûter, là. mais voilà. il faut Il d'ailleurs. ne faut pas qu'on traîne trop, d'ailleurs. Non, Parce il faut croquer l'oreille du Oui, elle petit commence à avoir lapin. chaud. Oui. Otto
Donc si j'ai bien compris, on peut aller, quand on est un grand chef, on peut aller se fournir à Danville. Oui, effectivement, en fait, c'est une des particularités, c'est que quand on parle de ces grandes chocolateries, on a Valrhona, par exemple, aussi, on a parlé de Cluzel, mais souvent, ils fournissent aussi les pâtissiers et les chocolatiers, c'est-à-dire qu'ils fournissent des pistoles, des petites doses comme ça de chocolat, qui s'appellent du chocolat de couverture et qui permettent de faire les pâtisseries, les chocolats, parce qu'il y a énormément d'étapes sur le cacao. Il faut torréfier les fèves, il faut les travailler, il faut les sélectionner. Donc, tous les chocolatiers ne peuvent pas produire eux-mêmes leur chocolat. Donc, c'est une de leurs particularités. Ils sont connus aussi pour le praliné. Voilà. Alors, moi, je vous ai amené, parce que je voulais vous montrer d'autres chocolatiers aussi. Regardez, parce qu'on va faire ça toute la semaine. Je vais vous en présenter à chaque fois. Alors là, on a du côté, les 3 premiers, regardez, on est sur une inspiration plutôt japonisante. C'est la maison d'Aloyo, voilà, qui fait cette création. Et c'est assez marrant parce que, en fait, chaque année, les chocolatiers parisiens se font une petite guerre comme pour la galette des rois, c'est-à-dire que chaque chocolatier veut faire des créations pour cette année. Il y a une collection, voilà, c'est la collection 2017. Et juste à côté, vous avez la maison Pouchkine, voilà, et l'œuf Pouchkine, où là, on est sur un œuf Belka, ça veut dire écureuil en russe, voilà. Et alors, c'est assez marrant parce que, regardez, c'est du chocolat, du caramel. Et au lieu de faire un praliné, on a mis tout ce qu'il y a dans le praliné, c'est-à-dire de la noisette, un petit peu de sucre, mais tout ça est assemblé comme ça sur l'œuf. Ça fait un peu pomme de pain. Oui, c'est un peu une pomme de pain. Voilà, exactement. Voilà. Bon, on a tout vu. C'est voilà. Superbe. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah bah oui, je reviens tout à l'heure. D'accord. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Loïc. Anne-Christine Oran nous attend. I ain't got nobody just to call my special friend. C'est vrai que c'était difficile. Bonjour Anne-Christine. Je ne pouvais pas dire allez au fourneau. Bah non. Voilà. Donc en voiture, cette circonstance. Et vous allez réhabiliter, si je puis dire, un mot qu'on a du mal à prononcer en ce moment. C'est le mot diesel. Oui. Est-ce que je me trompe? Alors, oui, vous avez raison. Alors, il y a 2 choses. Déjà, on accuse le diesel de tous les maux. Et puis, à un moment donné, la tendance, mais c'était la législation qui poussait les gens à acheter des voitures diesel, puisqu'on est taxé sur le CO2. Et par principe, les voitures diesel consomment moins, donc émettent moins de CO2. Donc, on avait soit un bonus, soit des taxes moins importantes sur le diesel, ce qui est toujours le cas. Mais on prenait tous, majoritairement, des petites voitures, même pour des voitures de ville. C'était pas justifié, on roulait pas beaucoup, on faisait de la ville et on prenait une voiture diesel. Donc petit à petit ça change, c'est-à-dire qu'il y a des constructeurs qui ne proposent plus de diesel, c'est le cas pour la Suzuki Swift. Et à la place, il y aura un micro-hybride. Alors c'est pas une voiture hybride qui va rouler en électrique, vous allez voir. Micro-hybride, ça va aider le moteur thermique, ça va permettre de consommer un peu moins. Donc là, il s'agit de la 4e génération de la Suzuki. C'est une voiture importante pour le constructeur japonais puisque c'est la voiture la plus vendue pour le groupe. Donc les changements, en fait, sont importants, mais ça ne saute pas aux yeux. C'est-à-dire que le style a été conservé, puisque le style plaît, elle ressemble un petit peu à la Mini, mais en revanche, il y a beaucoup de changements à l'intérieur. Et puis, le constructeur japonais a essayé de corriger les défauts, tout ce qu'on pouvait reprocher à cette voiture. Et je vous propose de la découvrir. Nous sommes allés à la Turbie, dans les Alpes-Maritimes. L'un des reproches qu'il y avait sur la génération jusque-là, c'était son habitabilité. C'était une voiture qu'on appelle de segment B type Clio, avec moins d'habitabilité que nos concurrents. Tout a été modifié parce que c'est une toute nouvelle plateforme, ce qui nous permet d'avoir du poids en moins, 120 kg de moins, c'est très important pour la consommation. La taille du coffre a été largement modifiée, agrandie avec une taille digne de la catégorie. Et nous, les particuliers qui font 80% de nos ventes sur ces catégories de voitures ne demandent plus de diesel. Et nous l'avons transformé avec une hybridation légère pour remplacer les qualités et les avantages du diesel. C'est pas une hybridation dite classique comme on l'entend sur certains de nos concurrents, c'est une hybridation dite légère puisqu'elle ne fait que 15 kg. Elle embarque une batterie lithium-ion qui se recharge à la décélération. On roule jamais en électrique. L'hybridation nous permet d'obtenir plus de couple au moment de l'accélération et au moment où on en a le plus besoin, notamment au démarrage. Et c'est également le moment où on consomme le plus, donc ça permet des économies de carburant.
Notre choix, c'est vraiment d'offrir au plus grand nombre, au prix le plus juste, des toutes nouvelles technologies, et notamment les technologies micro-hybrides qui arrivent sur cette voiture, mais également beaucoup de nouvelles technologies qui sont normalement réservées à des catégories supérieures. Notamment une caméra et un laser qui permet de détecter et les piétons et à la fois tous les obstacles possibles qu'on peut trouver sur la route et de freiner en pleine autonomie au cas où le conducteur n'ait pas vu le danger. C'est le reproche qu'on nous fait souvent, c'est sur la qualité perçue. En réalité, on fait le choix d'avoir des matériaux de qualité, mais qui ont une qualité perçue un peu en dessous des autres, mais qui restent dans le temps de très bonne facture. On commence aujourd'hui avec deux motorisations. Une motorisation 1 litre qui développe quand même 111 chevaux et une motorisation 1 litre 2 à 90 chevaux. Et est en préparation une version plus sportive qui, courant cet automne, sera commercialisée autour de 140 chevaux. Alors, verdict. C'est une voiture intéressante. C'est vrai qu'en ce qu'on appelle la qualité perçue, c'est-à-dire visuellement, les plastiques peuvent être un peu durs. Mais bon, c'est pas non plus éliminatoire. Bon, c'est juste une impression de qualité moins bonne, mais ça ne veut pas dire que c'est de la moins bonne qualité. C'est plus au toucher. C'est moins agréable. Appréciez-vous l'aspect sécurité C'est-à-dire que, de la voiture? d'une façon générale, je trouve que les voitures qui sont équipées de tous les éléments de sécurité, toute cette technologie, c'est un vrai plus en termes de sécurité, que ce soit le radar interdistance, que ce soit toutes ces aides. La caméra de recul, tout ça, là, c'est vraiment un plus que. Et on s'habitue à avoir toutes ces technologies. Et la voiture qui freine si jamais vous êtes un peu distrait. Complètement. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux avoir sa ceinture, hein, n'oubliez pas, parce que toujours. ça freine très fort. Ça freine fort. Ça freine très fort. Ça freine plus fort qu'un conducteur ne le ferait. C'est l'avantage de ces aides, c'est que justement le système est plus efficace que le conducteur. Merci beaucoup Anne-Christine, c'était super. Comme d'habitude, et hors de nos frontières, et on va prendre la direction de Bruxelles où nous attend notre correspondant Valérie Lerouge. Et on va découvrir les secrets de fabrication d'un biscuit qu'on connaît tous, hein, sans forcément savoir que c'est une spécialité belge. Alors Valérie, vous allez nous raconter tout ça. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, ce biscuit est une spécialité belge. Même si son ancêtre semble être né aux Pays-Bas, eh bien, il s'est développé, il a grandi ici en Belgique et surtout, la quasi-totalité de la production mondiale se fait ici en Belgique. Alors à l'origine, c'est un biscuit que l'on offre pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre, aux enfants. D'ailleurs, il représentait un Saint-Nicolas. Mais aujourd'hui, on le mange tout le temps et partout, au petit déjeuner, en mode pâte à tartiner, avec le café en biscuit ou encore en glace ou sur les gaufres. Il s'est imposé au quotidien. Je vous propose de découvrir les secrets de fabrication du spéculoos avec Fanny Van Mulder et Stéphane Schomer. Avec les beaux jours, il refait son apparition en terrasse. Le spéculoos. En Belgique, inconcevable de boire un café sans ce biscuit roux. Tous les bars en servent avec. Ça fait aussi partie du patrimoine du pays. La bière, on a fait même des moules avant, donc on reste, alors après le café je sais pas, mais le spéculoos oui, on est dans la continuité. L'objectif c'était de manger un peu belge aujourd'hui. Dans les hôtels de luxe également, le biscuit s'est imposé. Dans cette chambre que réserve Angela Merkel à chaque sommet de chef d'État, il y a toujours un spéculoos version XXL pour la chancelière. Ça change un peu du chocolat qui est, enfin, comme la Belgique, elle est connue par le chocolat, donc pourquoi pas le spéculoos. C'est aussi un produit typiquement belge. Ce biscuitier entretient fièrement la tradition belge. Ses boutiques sont fréquentées autant par les touristes que par les locaux. Comme on disait à l'époque, everything is better with Coke. Je crois que tout est bien avec du spéculoos, tout va mieux avec du spéculoos. On achète à la fois du goût, mais aussi un patrimoine de notre ville. Et ici, la fabrication reste très artisanale. Depuis 7 générations, la recette n'a pas changé. Les ingrédients de base d'une bonne pâte de spéculoos suédoise, c'est de la cassonade, du beurre, de la farine. Il y a deux principaux épices de la maison, la cannelle et le clou de girofle. Mais entre-temps, ils sont incorporés d'autres épices qu'on ne peut pas vous le dire, c'est le secret de la maison. Le biscuit s'exporte de plus en plus au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore au Japon.
Spéculoos devient vraiment un produit apprécié dont les étrangers sont à la recherche et en demande. L'exportation chez nous représente encore moins de 10% de notre chiffre d'affaires. L'intention n'est pas d'inonder le marché mondial non plus, parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'est de perpétuer le savoir-faire. Selon les saisons, le spéculoos se décline sous plusieurs formes, et notamment en œuf, à cacher dans le jardin, dimanche prochain. Alors Valérie, on a vu les ingrédients de ce biscuit. C'est quand même c'est curieux que ce soit une spécialité belge. Oui, de la cannelle, des clous de girofle, du sucre roux, tout ça ne transpire pas tellement le terroir belge. Ça sent plutôt l'histoire des colonies, l'histoire du développement du commerce mondial avec les ports de Bruges ou d'Amsterdam. Il y a plusieurs siècles, les bateaux revenaient d'Asie ou des Caraïbes remplis d'épices ou de sucre et il fallait les utiliser avec parcimonie. Mais pour en faire profiter le plus grand nombre, eh bien, les pâtissiers locaux les ont incorporés dans leurs recettes traditionnelles qui a perduré au fil des siècles. Merci beaucoup Valérie, bon petit déjeuner et puis un petit salut amical à nos amis belges qui regardent Télématin. On continue avec la revue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors à la une ce matin. Décidément, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon et François Fillon qui sont en vedette en ce moment dans les journaux. Je commence par François Fillon. Libération a eu une bonne idée. Plutôt que de demander à leurs lecteurs pourquoi ils n'aiment pas François Fillon, pour une fois, ils ont fait le contraire. Ils sont allés à Versailles, un des endroits les plus indéfectiblement à droite, et ils ont demandé à ceux qui s'apprêtent à voter François Fillon pourquoi ils vont le faire. Alors bien sûr, il y a des électeurs de droite qui sont furieux contre le candidat et qui reprochent, vous voyez, à son équipe de distribution de tracts le maintien de François Fillon au risque de faire perdre la droite. Certains disent qu'ils vont voter Macron à la place. Mais attention, il y a aussi d'autres réactions des électeurs qui disent en substance « François Fillon a des casseroles, c'est vrai, mais moi je m'en moque, je veux un programme de droite et donc je voterai pour lui quand même ». Un monsieur dit même cette phrase étrange, je cite « François Fillon a mis le doigt dans le pot de confiture, oui, mais le pot était ouvert ». Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de faire des choses malhonnêtes que c'est excusable? On ne sait pas trop. En tout cas, lui, ce monsieur, il dit qu'il votera Marine Le Pen si François Fillon n'est pas au deuxième tour. Ce reportage rappelle en tout cas que François Fillon est loin d'être fichu électoralement. Il a encore de nombreux partisans, qu'on s'en réjouisse ou pas. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, l'info du jour est dans Les Échos et dans l'Humanité. La remontée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages affole, vous voyez. Les marchés financiers, là aussi, l'Humanité a l'air de s'en réjouir. Et Les Échos, au contraire, de le redouter. Apparemment, les taux d'intérêt que les investisseurs internationaux exigent de la France, vous savez, pour nous prêter de l'argent pour notre dette, eh bien, ces taux augmentent parce que l'éventualité d'un Jean-Luc Mélenchon président inquiète les marchés. C'est-à-dire dans l'Huma et Les Échos. Quant au Figaro, le Figaro nous rappelle un élément nouveau aux élections de cette année. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Avec les nouvelles règles contre le cumul des mandats, de nombreux hommes politiques cumulards vont devoir faire un choix. Presque la moitié des députés sont concernés, même des ministres déclarent qu'ils ne se représenteront pas à la députation. Vous avez vu sur la photo Jean-Marc Ayrault, par exemple, Michel Sapin, Bernard Cazeneuve. Eux, ils sont concernés, ils ne se représenteront pas à la députation. Et en plus, s'il y a une poussée aux législatives du Front National ou bien d'En Marche, ça promet une assemblée très très renouvelée avec beaucoup de novices en juin prochain sur les bancs de l'Assemblée nationale, nous dit le Figaro. On verra ce qui se passe. Et puis, comme toujours, la presse parle ce matin de nombreux sujets qui n'ont été que peu évoqués dans cette campagne électorale. Par exemple, vous voyez, le réchauffement climatique. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que le Mont-Saint-Michel est menacé, de même que l'île d'Oléron. Ils sont de plus en plus menacés par l'érosion en raison de la montée de la mer. Le Parisien qui nous parle aussi d'autres problèmes comme la précarité avec ce reportage dans l'Oise, très intéressant. Département où pas moins de 20% de la population vit avec moins de 1 000 € par mois. Beaucoup ont besoin des restos du cœur pour survivre. On parle peu de ces territoires qui sont ni des grandes villes ni la banlieue. Donc là aussi, je vous renvoie aux Parisiens donc pour ces sujets oubliés, hélas, ou presque, de la présidentielle. Et puis je termine par heureusement quelques bonnes nouvelles. Il y en a aussi. D'abord, un très intéressant reportage dans Libération sur une opération zéro chômeur en Meurthe-et-Moselle. C'est une idée très simple. Plutôt que de payer des allocations chômage, l'État consacre cet argent à la création d'entreprises qui embauchent les chômeurs en question. Il suffisait d'y penser. Alors pour l'instant, c'est expérimental. C'est piloté par l'association ATD Carmonde. On se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, puisque donc ça ne coûte pas plus cher. Les anciens chômeurs sont contents de travailler. En plus, il y a un service qui est rendu. Vous avez vu ici, c'est une entreprise forestière. Entreprise de bûcherons qui comptera bientôt 50 salariés. Excellente initiative à lire dans Libération. Enfin, une autre bonne idée cette fois dans le Figaro. Il y a enfin un numéro unique pour appeler le médecin de garde. Vous savez qu'il n'y a pas SOS médecin partout. À Paris, ça existe, mais ça n'existe pas partout.
Donc désormais, le 116-117 qui fonctionne déjà en Corse, en Normandie et en Pays de Loire, ce numéro sera étendu d'ici la fin de l'année, numéro qui vous envoie un médecin chez vous ou bien qui vous dit où vous pouvez en trouver un de garde. Pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt? Mieux vaut tard que jamais. Merci pour ces bonnes nouvelles, ça fait du bien. À tout à l'heure Frédéric pour la revue de presse culturelle. On va parler science à présent avec Laurence Beauvillard et à l'occasion de la saison des Grands Prix d'automobile qui ont débuté il n'y a pas très longtemps. Laurence Beauvillard a voulu en savoir plus sur le mental des pilotes de Formule 1 et celui des sportifs de haut niveau en général. Alors comment font-ils pour résister au stress, maintenir une concentration qui semble-t-il est très importante? Eh bien pour le savoir, Laurence Beauvillard a rencontré un champion olympique et un psychologue du sport. 5 cartouches, 5 cibles en 4 secondes. Le jeu est simple mais demande une grande concentration et une gestion du stress. Pour maîtriser cette discipline, ce champion olympique travaille au quotidien avec un entraîneur et un psychologue sportif. Ce travail vise à gérer au mieux ce qui se trouve au plus profond de l'individu. C'est-à-dire ce que l'on ne contrôle pas habituellement. Par exemple, le rythme cardiaque, par exemple la fréquence cardiaque. Tout cela afin d'amener le corps qui doit produire la performance au maximum d'apaisement tout en étant au maximum de sa tension. Et là est la grande difficulté. Par exemple, lorsqu'une épreuve dure 1 heure, ce qui est le cas du tir au pistolet, on ne peut pas rester 1 heure à son maximum de concentration. Donc il faut gérer au mieux le moment où on va être un pic de concentration et immédiatement après basculer sur un état différent, mais ne pas sortir totalement de sa concentration pour y rentrer automatiquement. Et ces mécanismes de on-off que l'on doit produire peut-être 60 fois pendant l'heure sont très difficiles à gérer. Sur la finale des Jeux, voilà, sans bouger avec l'enjeu, la pression, j'avais le cœur qui battait à 140 rythme minutes. Donc, malgré voilà, que ce soit une discipline peu contraignante physiquement, il y a un gros travail psychologique et une grosse pression. Le seul moyen que l'on ait de contrôler son rythme cardiaque, c'est d'intervenir sur la respiration, notamment la respiration abdominale, donc c'est le plus profond, qui va entraîner le rythme cardiaque et qui va être capable de le faire baisser, ce qui est leur problème. Donc le but c'est de s'en rapprocher au maximum, donc voilà de 140, on essaye de baisser 120, 115, 110, mais après voilà, on a du mal à arriver en dessous. Alors, le stress, c'est de la pression qui n'est pas contrôlée. Tant que vous contrôlez la pression, vous en faites votre allié, et elle fait en sorte que votre psychisme soit au maximum. Les grands scores se font jamais en entraînement. Les grands scores se font en compétition. C'est bien la preuve qu'ils utilisent cette pression. Ah, pour un champion, la pression est toujours positive. Ils me disent, la pression c'est mon booster. Si je n'ai pas la pression, je ne peux pas performer. Impossible. De ces athlètes de haut niveau, nous pouvons apprendre à gérer des contraintes, à transformer du stress en pression. Mais la grande force de ces créateurs et de ces champions, eh bien, c'est de pouvoir gérer les difficultés. Car pour eux, l'échec, c'est une expérience, mais jamais une finalité. Merci beaucoup Laurence. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a cet ouvrage écrit par Hubert Ripoll, psychologue du sport, La résilience par le sport. Merci Laurence. On va passer à la météo à présent. Avec aujourd'hui, Caroline Roux reçoit M. François Fillon, député les Républicains à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour, il est distancé par Jean-Luc Mélenchon dans un sondage, mais lui sent monter la vague, persuadé que dans ce jeu à 4, tout reste possible. Bonjour François Fillon. Bonjour. C'est l'information de la nuit. Le camp de Grande-Synthe a été détruit par un incendie déclenché après, visiblement, une bataille entre Afghans et Kurdes. C'était un campement humanitaire, c'est important de le rappeler, qui illustrait la volonté d'accueil. Il était soutenu en partie par l'État après le démantèlement de Calais. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Ça devait arriver? Ça montre que le démantèlement de Calais n'était pas suffisant, que la construction de camps n'est pas la solution. Parce qu'elle amène sans cesse de nouvelles vagues de migrants et que la seule solution, c'est le contrôle aux frontières, c'est le retour chez eux des migrants qui n'ont pas le droit au droit d'asile et c'est l'accueil de ceux qui ont le droit à l'asile politique.
Alors qu'est-ce qu'on en fait maintenant des 1500 personnes qui se retrouvent sans traite, campement d'accueil? Est-ce qu'il faut reconstruire Grande-Synthe? Est-ce qu'il faut une structure d'accueil? Il faut d'abord, il faut les accueillir là où on peut les accueillir. Ensuite, il faut traiter leur cas, il faut le traiter vite. Ceux qui ont le droit à l'asile, ils s'établiront chez nous. Ceux qui n'ont pas le droit à l'asile, il faut les renvoyer chez eux. Est-ce que vous diriez ce matin que le démantèlement de Calais n'a rien changé? Réellement? Il y avait 10 000 personnes qui étaient à Calais. Il fallait le faire. Mais le démantèlement de Calais, sans traiter au fond le problème, c'est la certitude de voir se recréer des camps nouveaux. On en vient à votre campagne avec cette phrase absolument incroyable. Je ne vous demande pas de m'aimer. C'est ce que vous avez dit dimanche soir lors de votre meeting à Versailles. Qu'est-ce qui pourrait bien conduire les Français à élire un président qu'ils n'aiment pas? Et c'est au contraire, c'est ce que je défends depuis toujours. On n'élit pas un président pour l'aimer. On élit un président pour qu'il réponde aux problèmes qui sont les vôtres. On élit un chef d'État. On élit un chef des armées. On élit un président qui tient ses engagements. Et c'est justement parce que un certain nombre de ces présidents, et notamment celui que nous avons aujourd'hui, n'avaient comme seul objectif de se faire aimer, qu'il a échoué en totalité. On demande au président d'améliorer la vie des Français. On ne demande pas aux Français de choisir un pote. C'est pas ça le sujet. Alors depuis quand la présidentielle, c'est la rencontre entre un programme et un peuple? Mais même un homme et un peuple, ça ne veut pas dire qu'il faut l'aimer, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit le respecter, qu'il doit tenir ses engagements, qu'il doit être ferme, qu'il doit être capable, même quand à un moment donné l'opinion publique est contre lui, d'aller jusqu'au bout de ses engagements. Et c'est justement parce que depuis un certain nombre d'années, on n'a pas ce président-là, qu'on est dans la situation qu'on connaît, avec le chômage qui augmente, avec la pauvreté qui augmente, avec la violence qui augmente, avec l'insatisfaction des Français qui augmente. Ça un veut dire que vous président qui renoncez... respecte ses engagements, c'est fondamental. J'ai toujours défendu cette idée. Oui, mais toujours. ça veut dire que vous renoncez à être aimé pour ce que vous êtes par les Français. Est-ce que c'est parce que, on va le dire clairement, il y a eu les affaires qui sont passées par là et que vous considérez que ça n'est plus possible, que le lien est rompu? Il n'y a pas eu les affaires, il y a eu les calomnies qui sont passées par là, qui naturellement ont abîmé l'image qui est la mienne. Qui ne correspond pas à ce que vous êtes, François Fillon ? Qui ne correspond absolument pas à ce que je suis. Mais au-delà de ça, j'ai toujours défendu cette idée que la volonté de se faire aimer des hommes politiques aboutissait à l'impuissance. Parce que pour se faire aimer, il faut essayer de satisfaire tout le monde. Il faut être gentil avec tout le monde. Il faut répondre à toutes les revendications. C'est exactement la situation d'Emmanuel Macron. Un petit truc à gauche, un petit truc à droite, un programme qui change en permanence. Et à la fin, c'est du marketing politique. Il n'y a pas de volonté de faire changer le pays, de le moderniser, de répondre aux besoins des Français. Et c'est pour ça que l'explosion sociale, elle monte. L'explosion sociale et politique, elle monte. Parce que les Français, au fond, en ont assez de voir des produits marketing qui se présentent à eux et qui finalement les trompent. Les produits marketing, ça aussi c'était pour Emmanuel Macron, on va y venir. Emmanuel Macron, il dit de vous que vous avez un problème avec la vérité. Vous aviez déclaré sur TF1 que votre femme avait commencé à travailler pour vous en 97, puis vous aviez parlé de 88, puis 86. Finalement, selon Mediapart, elle aurait commencé avec des contrats de mission en 82. Vous avez un problème avec les dates ou avec la vérité, comme le dit Emmanuel Macron? Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie avec ses révélations successives, soigneusement distillées par des services de l'État, qui maintenant remontent à 36 ans. À 36 ans, où est-ce que, à 10 jours de l'élection, jusqu'où on va aller? Il y en a qui sont prévus pour entre les deux tours. Je ne dirai plus jamais un mot sur ces questions-là. Et quand Emmanuel Macron dit que vous avez un problème avec la vérité, parce que vos adversaires, ils vont vous en parler, des affaires. Ça, vous pouvez compter sur eux. Ils vous appellent désormais François Balkany. Il dit de vous que vous êtes le candidat de la droite des affaires. Ça montre d'ailleurs à quel point il y a de la hauteur de vue chez Emmanuel Macron. Ça montre à quel point il perd ses nerfs. Au lieu d'être le candidat qui s'adresse aux Français sur son projet, il supporte pas les critiques. Dès qu'on le critique, il s'énerve. Et il insulte ses adversaires. En quoi moi, il je vous l'ai a appelé. Pardon, mais François Balkany, si vous ne considérez pas que c'est une insulte, moi, je l'ai appelé Manuel Hollande. C'est assez différent, non? Moi, je me place sur le plan de la politique et de son projet. Mais bon, ça montre une chose, c'est qu'il n'a pas la carrure pour être président de la République. Bon, il a démenti avoir échangé quelques SMS avec vous sur la question de la déchéance de nationalité. Il a apporté la preuve écrite qu'il avait menti. Vous avez apporté le document que vous avez donné. Je crois même qu'il a été publié. Voilà, il a été publié par Le Figaro. Je crois qu'on a une réplique ce matin de ce document-là. À la fin, il vous dit « Voyons-nous, vous êtes vu ?» Non. Jamais? Non. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en publiant ce document?
sur la personnalité J'ai d'Emmanuel juste Macron. dit à des journalistes que Emmanuel Macron, pendant des mois et des mois, disait exactement la même chose que moi. Sur les 35 heures, sur l'ISF, sur la manière de redresser l'économie française, jusqu'à s'opposer, comme moi, à la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité proposée par François Hollande. Qu'est-ce que ça démontre? Voilà. Qu'il est de droite? Ça démontre qu'il change d'avis sans arrêt. Ça démontre qu'il y a un an, il était pour la suppression des 35 heures, maintenant il les maintient. Qu'il était pour la suppression de l'ISF et pour une réforme de la fiscalité du capital et qu'il n'y touche plus. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un président de la République qui change sans arrêt d'avis? Alors il y a la guérilla politique et il y a la guerre, la vraie, celle dont l'ombre plane parfois de nouveau. Ce matin, Pyongyang déclare que la Corée du Nord est prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les États-Unis. L'un des tout premiers rendez-vous du président français élu, ce sera un sommet de l'OTAN à Bruxelles en présence de Donald Trump. Si vous y étiez dans ce rendez-vous-là, que diriez-vous à Donald Trump? Je lui dirais d'abord que la France conduira une politique étrangère indépendante avec un seul souci, éviter la guerre. Et qu'elle fera tous ses efforts pour empêcher une confrontation militaire entre les États-Unis et la Russie. C'est trop tard. Non, entre les États-Unis et la Russie, c'est pas trop tard. Non, Pardon, c'est pas trop entre tard. les États-Unis et la Russie, le ton est sérieusement monté. Vous Oui, l'avez remarqué mais sur on le n'en est dossier pas- syrien. On n'en est pas à la guerre encore, Non. pardon. Et mon objectif, ce sera de tout faire pour l'empêcher. Parce que c'est comme ça qu'ont commencé tous les grands conflits. Ils ont commencé à partir d'une crise localisée, à partir de décisions qui ont été prises dans l'émotion, qui ne sont pas réfléchies. On a des divergences avec la Russie, on a des divergences avec l'Iran. Mais on a un ennemi commun qui est le totalitarisme islamique. Et ce totalitarisme islamique, il a grandi grâce aux erreurs des États-Unis, grâce aux fautes des États-Unis, en particulier la guerre en Irak. Voilà ce que je dirais au président Trump. Et il vous écoutera. La France est suffisamment puissante à un moment donné pour tenir tête à Donald Trump, tout cas, tel qu'il se révèle aujourd'hui aux responsabilités. En tout cas, il écoutera plus la France si la France s'exprime que si elle ne dit rien, si elle s'aligne sur les États-Unis. La lettre de M. Hollande avec Mme Merkel pour approuver la frappe américaine juste destinée à des questions de politique intérieure en Syrie, c'est pas l'idée que je me fais de la voix de la France. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut parler avec Mme Merkel, mais quand il s'agit de défendre la paix, le président de la République française doit se faire entendre lui-même. Et on n'a jamais entendu François Hollande. Et là, on revient à une question de personne, là, peut-être, non? On revient à une question de caractère, à une question de détermination par rapport à des événements qui sont des événements historiques, par rapport au long terme. Merci beaucoup, François Fillon. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup, bonne journée. À demain, Caroline. À demain. Dans quelques Je te répondrai, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois, on va non pas le goût de la fête. Mais qu'est-ce que c'est? Personne ici? Non, on est que deux. Génial. Sarah Tous les Doradi, deux. Thomas Bonjour. Hervé, Eh oui, bonjour. bonjour. Thomas, notre spécialiste des publicités étrangères. Tiens, je vais vous poser une question. Oui. D'après vous, les publicitaires, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils apprécient le plus au niveau des animaux? Les chats, les chiens? Eh ben non. Alors, est-ce que vous saurez deviner de quel animal on va parler? On va parler de la chèvre. Eh bien oui, on va parler de la chèvre qui est une star absolument internationale. Alors vous direz, mais si, voilà, j'aime bien ce... Mais c'est un peu surprenant. Hein. Bien sûr, mais vous savez que le principe, la base justement même de la publicité, c'est de vous surprendre. Et donc il faut à chaque fois trouver quelque chose. Si vous mettez un chien, un chat, on a déjà vu, un alligator. Comment vous pouvez dire ça? Oui, bon, mais lui, il est mignon, mais je veux dire, on en a déjà vu des comme oui, ça. je suis désolé. Allez, Par hop. contre, tout à coup, hop, si vous mettez une chèvre dans le champ, alors là, ça change complètement. Surtout qu'en plus, elle a une caractéristique, enfin, cet animal a une caractéristique, c'est que sa voix est très très proche de la voix humaine. Parfois, vous avez une chèvre, quand elle est, par exemple, pas contente, etc., on dirait presque des cris de bébé. Et alors, évidemment, vous alliez le faire, enfin, vous allez voir, ils s'en sont servis extraordinairement, parce que vous avez des fois des chèvres qui pètent les plombs et qui se prennent pour Tina Turner. Pourquoi? Démonstration. I'm simply the best, better than all the rest, yeah, better than anyone. I'm the best. It's easy to think highly of yourself when you make such good cheese.
Ça, Eh c'est ben, fort. voyez. C'est Ah, très, c'est très fort. magnifique. Là, on encourage nos annonceurs. Parce que vous savez, souvent, j'ai parlé des publicitaires français qui aiment bien faire des publicités créatives. Et les publicitaires français m'ont répondu sur les réseaux sociaux en disant « Mais nous, on aimerait bien faire des publicités comme ça en France. » Mais le problème, c'est qu'il faut un annonceur, en l'occurrence qui vend du fromage de chèvre, et qui accepte de faire un spot délirant. Donc, appel aux annonceurs, soyez créatifs. De toute façon, ça paye toujours la créativité. Deuxième exemple, cette fois-ci, alors vous allez voir, on reste toujours dans l'alimentaire, mais cette fois-ci, ce n'est pas du tout avec un produit que la chèvre peut donner elle-même avec son corps. Non, c'est un produit dont la chèvre raffole par-dessus tout. Vous allez voir. Bon là, vous voyez, on rigole, mais attention, la chèvre peut être parfois un petit peu susceptible. C'est ce qui la caractérise. Et puis, dernier élément, vous allez le voir, la chèvre, où est-ce qu'elle passe le plus clair de son temps ? Dans les pubs. Dans les pubs, non, dans les montagnes. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Et alors, attention, il ne faut pas confondre chèvre et chamois, mais parfois, vous avez des chèvres qui se prennent pour des chamois. C'est-à-dire que c'est une chèvre qui rêve de faire des sports extrêmes. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. These mountains truly are my home, man. I was like born here. And I think I'll probably die here. For some, it's all about the exploration. But for me, it's about sharing my adventures with the world. I've actually been filming for years, but I could never do anything with all the footage. Until now. I'm psyched I can finally edit my videos, man. Just by shaking my phone. Alors là... Waouh. On a loupé, mais... Ah oui. Eh oui, évidemment, après le book compare ses exploits dans le... Vous avez vu, là, l'avantage produit, il est extraordinaire. C'est qu'en fait, la chèvre, c'est pas filmé qui la dérange. Ça, il n'y a pas de problème. Elle arrive à filmer sans problème. Elle a sa caméra. Ce qui est le problème, c'est le montage. Elle n'arrive pas à monter. Et grâce à ce nouveau logiciel, vous secouez votre téléphone une fois que vous avez vos films et il les oriente dans un ordre qui est le sien, et ça vous fait un film. Et donc voilà, ça y est, la chèvre peut enfin éditer ses propres montages vidéo. Voilà. Voilà pourquoi la chèvre est un des éléments Clés les plus clés. Voilà, En l'occurrence, là, c'était un magnifique book. Oui, Merci mais beaucoup. enfin, bon, c'est des amis. Oui, ce sont des amis. Merci Thomas. Allez, maintenant, on va partir. Où est-ce qu'on... Tous les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant. Voilà, on est sur le plateau de Télématin et on va découvrir l'Antarctique à Lyon. Comment Mais est-ce oui. possible, Sarah? Des manchots s'amusent dès le soleil levant. Ça ne vous dit rien. Parce que vous n'y vous avez les pas avez jamais pensé. vus, Parce les que manchots qui personne, on s'amusent. peut pas y aller. Vous comprenez Ce sont que les chercheurs, des scientifiques qui peuvent se rendre comme ça au pôle Sud, se promener entre les manchots et les phoques. Sinon, c'est pas donné à tout le monde, vous voyez. Mais c'est donné à Luc Jacquet. Souvenez-vous, 2005. Bien sûr que je La me marche, souviens. je te l'en crois. Ah, mais la c'est fameuse. mais sublime. Et donc, 10 ans après, ils y retournent. Pôle Sud, Luc Jacquet, 2 photographes, des techniciens, pour aller sur la banquise, sous la banquise, vous donner à voir ce qu'on ne voit plus. Et évidemment, si vous êtes un peu frileux, etc., n'y pensez même pas. Parfois, vous pouvez être comme ça, genre, oh, moi, je pourrais jamais y aller derrière Bah oui. votre écran. Et alors, bah cette alors que- équipe-là s'y rend, filme,
revient. C'est à la fois scientifique, à la fois beau, esthétique. Et c'est vraiment une exposition immersive, aussi bien visuelle que sonore, que sensorielle. Par exemple, il y a une salle, vous êtes assis, vous avez des images incroyables, magnifiques. Vous savez pourquoi? Parce que, par exemple, les photographes racontaient que les manchots se rapprochaient vraiment des photographes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de l'humain. Comme l'humain n'est pas allé encore polluer là-bas, chasser là-bas, forcément, ils n'ont pas peur des humains. Donc, ils se rapprochent, ce qui explique ces vidéos incroyables, ces photos incroyables que je vous propose de découvrir, l'Antarctique, à Lyon, au Musée des Confluences. Regardez. But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. Been hoping that you drop in. C'est une exposition qui se veut immersive et c'est presque plus une expédition qu'une exposition. Le parti pris est de prendre le visiteur, de le guider tout au long d'un parcours dans différentes salles, que ce visiteur devienne un membre de l'expédition qui était présente entre novembre et décembre 2015 sur la base de Mandeville en Antarctique. L'idée, c'est de présenter ce continent méconnu, ce continent magnifique, ce continent pour l'instant en partie préservé. On va commencer avec une introduction assez forte, assez chargée, qui est en fait une reconstitution du vestiaire de la base du Mandeville, avec les vrais objets qui ont été ramenés d'Antarctique. On voit en fait comme s'ils avaient laissé leur travail en cours et on les voit travailler presque, et jusqu'à même l'odeur du vestiaire. Plus que je passe, plus je m'en fais une montagne quand même de cette première plongée. Pour se mettre à l'eau, pour s'arracher, pour trimballer 50 kg de matériel, c'est très compliqué et c'est une lutte. On n'est vraiment pas fait pour ça. À l'inverse des 3 espèces qu'on va vous présenter aussi tout au long de l'expédition, qui sont le manchot adélie, le manchot empereur et le phoque de Weddell, qui eux, en fait, vont juste expirer, plonger, se mettre à l'eau en quelques secondes, alors qu'il y a 3 heures de préparation pour un Laurent Malesta qui va plonger. Il y a 3 personnes, en fait, 3 protagonistes principaux qu'on va suivre tout au long de l'expédition. On va se mettre à la place de ces personnages-là, donc qui sont bien sûr Luc Jacquet, qui est le chef de l'expédition, qui va filmer des images en surface. Vous avez aussi Laurent Balesta, qui est un plongeur de l'extrême, entre guillemets, puisqu'il plonge à des profondeurs inédites et dans des conditions extrêmes, et qui va nous faire toutes les images sous l'eau, avec une biodiversité extraordinaire et des images rarement filmées. Et vous avez le dernier personnage principal qui est Vincent Munier, donc photographe naturaliste, qui va nous prendre des clichés absolument sublimes de la faune de surface qui est présente sur ce continent antarctique. Vous avez 4 écrans qui vous présentent comment les manchots empereurs se comportent dans une tempête. Et pour signifier l'importance de ce vent, on a caché, dissimulé par-ci par-là quelques ventilateurs. Oui, c'est la tempête et oui, on le ressent. La particularité du continent antarctique, c'est qu'il n'a jamais été, ou alors on n'a pas gardé de traces, exploité, colonisé par l'être humain. Il faut vraiment en fait prévoir la totalité de l'impact écologique de notre interaction sur eux. Donc ces animaux-là n'ont jamais côtoyé d'êtres humains, ils n'ont jamais été chassés. Et la conséquence directe de cette absence de chasse, absence de peur, c'est justement cette proximité avec les animaux qui est permise et qui est permise uniquement à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Ah non, mais c'est beau, c'est une claque. C'est une claque. Non, mais vraiment, c'est une exposition. Vraiment, si vous avez la chance, l'occasion de pouvoir vous y rendre, allez-y. Vous avez jusqu'au 17 avril. Ah non, mais c'est extraordinaire, vraiment. Ça fait partie de ces expos, vous savez, on se dit, quand on aime les gens, on voudrait vraiment que tous les gens qu'on aime aillent voir cette exposition. Tous les gens qu'on aime, allez-y, je vous aime. Voilà l'exposition au Musée des Confluences, allez-y, vraiment. Antarctica, merci beaucoup Sarah. Bon, comme à son habitude, Julien nous a trouvé un artiste étonnant, insolite, et qui rend hommage à un autre artiste. C'est ça, Julia? C'est ça, il revisite les tableaux de Picasso, regardez, sous la forme de sculptures. C'est assez étonnant, c'est de la 3D, c'est-à-dire que le site, en plus, Créapils, qui nous présente cette œuvre, a vraiment mis, regardez, en opposition d'un côté le tableau, de l'autre côté la sculpture créée par cet artiste. Et du coup, c'est assez étonnant. L'artiste s'appelle Omar Akil, il est pakistanais. Il s'amuse à reproduire vraiment les tableaux emblématiques de Pablo Picasso à la perfection. Regardez ce que ça donne. De véritables sculptures, c'est un travail énorme, une grande précision. Et en plus, c'est un bel hommage parce qu'il a respecté l'esprit, la vision de l'artiste. C'est à découvrir sur le site Créapils et sur la page de l'artiste sur Behance. Merci beaucoup Julia, à tout à l'heure. Télématin, ouvert jusqu'à 9h25, vous le savez.
c'est parfait, Frédéric, parce qu'il y a pas mal Oui, d'expositions il y a dans les journaux. Hein. beaucoup d'expositions dans les journaux si vous avez la chance d'être en vacances en ce moment. Je commence avec de la culture classique. Regardez, le Figaro nous conseille cette belle expo au Louvre de Lens sur les frères Lenain. C'est des grands peintres du grand siècle, tout au début du règne de Louis XIV. Alors il y a un mystère parce qu'on les connaît mal. Ils étaient au moins 3. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit un autoportrait, ce tableau-là. Mais comme ils signaient qu'avec leur seul nom de famille, on ne savait pas lequel faisait quoi. Peut-être même qu'ils étaient 5. Mystérieux, c'est un cold case, comme on dit maintenant. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient très novateurs. C'est parmi les premiers peintres qui représentent les pauvres, avec des très beaux tableaux d'une bonne qualité technique, comme on faisait pour seulement les riches et les rois à l'époque. Vous voyez ici un tableau sur des paysans dans les années 1640. Donc il y a un grand article du Figaro sur le mystère des frères Lenain, et l'exposition est à Lens jusqu'au 26 juin en peinture toujours. Si vous préférez Camille Pissarro, plus près de nous, il y a un article sur le site internet de la Croix, regardez. Et il n'y a pas moins, non, c'est pas ça, Pissarro, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors il y a 3, de toute façon, vous pourrez vous rattraper avec 3, avec 3 expositions au musée Marmottan, au musée du Luxembourg à Paris et au musée Tavet de la Cour à Pontoise. Pissarro, vous savez, c'est celui qu'on appelle le premier des impressionnistes. C'est un des premiers à avoir lancé ce style. Il était plus âgé que les autres aussi, mais il n'avait aucun sens du commerce. Du coup, il vendait beaucoup moins que notamment Monet, rappelle Lacroix. Tout comme les autres impressionnistes, il était complètement incompris. Au début, les critiques disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il ne sait pas peindre ». Aujourd'hui, c'est plus apprécié. Hein. Donc allez voir les expositions. Et puis en photo, cette fois, c'est l'image qu'on a vue brièvement, je me tourne vers l'Humanité. Jusqu'au 13 mai, 8 lieux de la ville de Niort sont consacrés aux 27e rencontres de la jeune photographie internationale. Les photos sont sélectionnées, elles sont exposées aussi d'ailleurs dans d'autres endroits, les gares SNCF de Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon. La photo que vous voyez là, c'est un travail sur la jeunesse marseillaise. Par exemple, il y a aussi bien d'autres travaux, je vous renvoie à l'Humanité pour les détails. Et puis le Figaro, lui, nous propose d'aller voir le toujours excellent musée du costume. Vous connaissez le musée du costume à Moulins dans l'Allier. Regardez cette exposition-là, elle est très rare parce que c'est des costumes de scène depuis le XVIIIe siècle. Donc il y a vraiment des costumes qui étaient utilisés par les acteurs de théâtre dès la Révolution, par exemple, qui sont exposés au musée de Moulins. L'article nous raconte comment, en pratique, les pièces étaient montées aux différentes époques. Vous lirez ça dans le Figaro. Je passe maintenant à 2 projets. D'abord, un projet de parc d'attractions sur le thème de Spirou, nous dit les Échos. Regardez ça. Pardon ? Il va y avoir le film. Et il va y avoir le film, me précise Charlotte. Alors là, ça sera près d'Avignon, le parc d'attractions. La première pierre va être posée en juin pour une ouverture l'an prochain à Monteux, dans le Vaucluse. Autre projet, cette fois à Paris, c'est le projet de la rénovation de la place de la Nation. Vous savez, immense rond-point à l'entrée est de Paris. Le Parisien nous apprend qu'à partir d'aujourd'hui, la mairie va tester grandeur nature ce que ça va donner en matière de circulation. Parce que la place des voitures va être réduite avec élargissement des espaces piétons sur plusieurs des avenues qui débouchent sur la place. Élargissement aussi, vous voyez, du rond-point central, du jardin central qui sera plus grand. Il y aura moins de place pour les voitures. Les places d'Italie, Gambetta, du Panthéon, de la Madeleine, de la Bastille devraient suivre ce modèle-là. Il y aura tous les détails dans le Parisien. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est testé pour ce qui est du plan de circulation. Et puis je termine avec une page télé dans l'Humanité qui nous propose de regarder Arte ce soir, programme sur l'histoire des mouvements anarchistes. Les anarchistes depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, c'est ce soir sur Arte à partir de 20h50 et l'article dans l'Humanité. Merci beaucoup Frédéric. Donc... Charlotte Bouteloup est là pour nous en parler de ce film. C'est un film qui va faire du bien. Un film qui va vous émouvoir et qui va vous faire beaucoup rire. C'est beau la vie quand on y pense. Nouveau film de Gérard Jugnot en tant que réalisateur. La dernière fois, c'était il y a 7 ans. Le Rose et le Noir, ça n'avait pas marché. Mais avant, Gérard Jugnot, il avait connu des succès. Souvenez-vous du très réussi Monsieur Batignolles, mais aussi de Meilleur espoir féminin ou encore d'une époque formidable, ou même de Boudu avec Gérard Depardieu. Son nouveau film raconte la rencontre entre un père dont le jeune fils est mort dans un accident de la route et un jeune garçon qui vient d'être greffé du cœur, greffé avec le cœur du fils décédé. Ce papa, joué par Gérard Jugnot, décide d'approcher ce jeune garçon parce qu'en fait, ce père ne s'est jamais occupé de son fils lorsqu'il était en vie. Alors, un petit peu pour apaiser sa conscience, peut-être, il veut se rapprocher du cœur de son fils. Donc, le point de départ du film, c'est quand même un sujet grave qui nous rappelle un peu Réparer les vivants, ce très joli film de Catel qui les verrait. Sauf que oui, beaucoup d'émotions, mais là où c'est étonnant, c'est qu'il nous en a fait quand même une comédie. On rit beaucoup. Parce que le fils, il est totalement incontrôlable. C'est ça qui est drôle. Il reprend le principe du buddy movie, les deux que tout oppose. D'un côté, vous avez Jugnot qui joue le père renfrogné, bourru, et de l'autre, ce jeune ado complètement incontrôlable et très agité. Ce jeune ado, donc, joué par François de Bloch, 27 ans. Ce jeune garçon, c'est son premier grand rôle au cinéma, mais
il a déjà un Molière de la révélation masculine. C'était en 2015, donc c'est un garçon qui sait faire du théâtre. Ça nous donne donc un film subtil sur les rapports père-fils. Vous allez être un petit peu ému avec votre petite larme. Et en même temps, Gérard Jugnot, la comédie, ça le connaît. Et vous allez bien vous amuser. Nous avons rencontré Gérard Jugnot. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que je sais qu'en ce moment vous êtes en pleine tournée en province. Oui, ça se passe vraiment bien, quoi. Il y a beaucoup plus de rire que je ne pensais. Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère. Il y a des grands moments de silence, puis des beaux applaudissements. Et puis il y a des questions après. C'est une espèce de psychanalyse sauvage de l'œuvre. On se dit, c'est vrai, pourquoi je parle de ça? C'est assez marrant. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois. T'as rien volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Cette idée, Gérard, il paraît que vous l'aviez en tête depuis un petit bout de temps. C'est l'idée du don d'organes comme ça qui vous... Oui, c'est surtout le cœur, hein, parce qu'il y a une symbolique dans le cœur qui n'est absolument pas scientifique. Pourquoi le cœur est le symbole de l'affect, de l'amour? On sait bien que c'est pas là. C'est dans le cerveau, l'amour, ou plus bas. Donc, l'idée que quand on transfère cet organe de l'affect, est-ce que l'affection va suivre? Je sais ce que tu penses, mais c'est pas ton fils. Être un bon père, selon vous, c'est quoi? Être un bon père, c'est faire ce qu'on peut. Et puis avec la chance de se rencontrer ou pas. Tu t'y connais en bagnole? Non. Et tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Moi, j'ai eu cette chance avec mon fils. Je l'ai rencontré un peu tard parce que j'étais aussi un peu centré sur mon métier. Et maintenant, on a une super connivence. Mais oui, c'est pas simple. Hein. Je crois qu'on peut pas élever les enfants en dehors de ce qu'on est. Tu t'intéresses à rien. Tu m'énerves. Bonjour. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. Vous avez des souvenirs d'enfance là-bas, non, en Bretagne? Oui, j'étais en vacances chez Madame Lecloarec, à Loctudie. Elle avait le chauffe-eau sur la tête, c'était une bigoudaine. Et il y avait tout, quoi. Il y avait des crêpes avec le crabe, le queen amman. Les dolmens, la pluie. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec? C'est juste un grain. Et qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. Je suis allé dans le sud pour voir le Mistral. Oui. Il n'y en avait pas, donc on a été chercher des ULM pour faire du faux vent. Et en Bretagne, on n'a fait que de la fausse pluie parce qu'il a fait beau pendant 4 semaines. Ah, c'est extraordinaire. Sauf le dimanche, quoi. Donnez-moi les dates, c'était quelle période? Septembre-octobre. Ah ouais, alors là... Et entre vous, c'est sérieux? Ça, le jour où je le saurais, on aura avancé. Hein. Isabelle Margot, c'est une femme que vous connaissez bien parce qu'elle avait coécrit avec vous Meilleur espoir féminin. Et j'ai voulu lui donner un rôle différent de ce qu'elle a d'habitude, moins sosote, plus sur sa sensibilité et sa beauté, parce qu'elle a tout ça. C'est une belle personne. Moi aussi, je t'aime. Elle est perchée, hein, mais elle est perchée. Je l'adore. Toi et moi, on aime trop notre petit confort. Comme elle disait, je suis pas actrice, je voulais pas le faire. Dès qu'elle se plantait dans une prise, ah bah je l'avais dit, hein, je voulais pas jouer. Hein. On a préparé le film pendant l'Euro, et donc toute l'équipe technique m'appelait coach. Ah oui. Coach, est-ce que ça vous plaît, coach? Et je crois qu'un film, c'est ça, on n'est pas seul. Et quand vous avez une équipe formidable, vous volez à tous les talons de tout le monde. Après, jouer, ça me détend. Je suis sur le terrain, et c'est mieux que d'être sur le banc de touche. Merci beaucoup, Gérard, et bravo. Merci. À vous. C'est à Cancale. Ça sort... Ça sort mercredi. Demain. C'est vrai qu'il aime bien la Bretagne, Gérard Jugnot. Meilleur espoir féminin a été tourné en Bretagne. Et vous savez quoi, ce qui m'amuse, c'est qu'il prend soin du cœur de son fils, mais quand il boit du café. C'est donc, ça. Du coup, maintenant, il a peur. Exactement. Donc, franchement, je trouve que c'est réussi. Ça sort demain, en même temps qu'un documentaire assez remarquable qu'il ne faut pas laisser passer, qui s'appelle à voix haute La force de la parole. Tout d'abord, il y a eu une diffusion sur France 2 en novembre dernier. Ça a tellement bien marché, il y a eu un tel engouement que les producteurs et le réalisateur ont entièrement remonté ce documentaire pour le sortir au cinéma. Ça sort mercredi prochain. Alors, il est signé Stéphane de Freitas qui a créé, il y a 5 ans, un concours qui s'appelle Eloquentia et qui vise chaque année à élire le meilleur orateur en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Alors, en quoi ça consiste? Des étudiants de l'Université de Saint-Denis, issus de cursus tout à fait différents, vont se préparer dans le but de remporter ce concours. Ils vont être aidés par des metteurs en scène, par des avocats, par des slameurs également, des as de la prise de parole, parce que
ô combien c'est difficile, la prise de parole. On se rend compte, c'est assez formidable, du pouvoir des mots. Et surtout, c'est un documentaire qui déstigmatise complètement les clichés qu'on peut avoir sur une certaine population de banlieue. On découvre des profils atypiques, des personnalités attachantes et vraiment des stars de l'éloquence. Voilà, ça sort demain, à voix haute, La force de la parole. Je vous engage à y aller. Et vous pouvez aussi aller voir le film de Junio pour rigoler un peu. Ça marche, merci. On va retrouver Julia qui